Le jour de mes 18 ans, mes parents m'ont annoncé qu'ils avaient dépensé 95% de mon fonds en fiducie pour les mariages de ma sœur. J'espère que tu comprendras. Alors, je les ai poursuivis en justice et j'ai détruit tout ce qu'ils avaient rebâti. Salut Reddit. Mes parents ont volé mon avenir pour financer les mariages de rêve de ma sœur. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas pleuré ni supplié. J'ai monté un dossier qui a détruit leur retraite, leur maison et leur précieuse réputation. Ils pensèrent que la famille signifiait que je leur pardonnerais. Ils avaient tort. Laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez exactement à quel point cette trahison était calculée. Je m'appelle Finn, 18 ans, masculin. J'ai deux sœurs aînées, Victoria, 26 ans, féminin, et Ashley, 24 ans, féminin. Toutes les deux sont ce qu'on pourrait appeler des princesses avec un P majuscule. Pensez sac de créateurs, brunch scooteux, des aspirantes influenceuses Instagram qui travaillent à temps partiel dans des boutiques tout en vivant au crochet de quiconque accepte de financer leur style de vie. Mes parents, Robert et Linda, sont ce que j'appellerais des aspirants classe supérieure. Papa est directeur des ventes régionales pour une entreprise de fourniture médicale. Il gagne environ 120 000 $. Maman travaille à temps partiel dans une agence immobilière, peut-être 40 000 $ de plus. Ils vivent dans cette banlieue stéréotypée où tout le monde prétend avoir plus d'argent qu'en réalité. Vous voyez le genre. Des voitures de luxe en leasing dans chaque allée, des maisons hypothéquées jusqu'au toit, des cartes de crédit poussées à leur maximum pour garder les apparences. En grandissant, la dynamique familiale était assez simple. Mes sœurs étaient les princesses qui obtenaient tout, et j'étais le responsable à qui on attendait qu'il se débrouille seul. Pas parce que j'étais un garçon, ou pour une raison profonde quelconque, simplement parce que je ne réclamais pas l'attention comme elle. Victoria était la dramatique. Chaque événement de sa vie devenait une production qui nécessitait la participation et le soutien financier de toute la famille. Son diplôme de fin d'études secondaires, maman et papa ont organisé une fête qui a coûté plus cher que le mariage de la plupart des gens. Son diplôme universitaire. La même chose, mais en plus gros. Quand elle a obtenu sa licence immobilière, après 3 tentatives, ils ont célébré comme si elle avait réussi l'examen du barreau. Ashley était pire à certains égards parce qu'elle était sournoise dans sa manipulation. Elle pleurait exactement au bon moment, jouait la victime quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait et avait ce talent pour vous faire vous sentir coupable si vous ne lui donniez pas ce qu'elle voulait. Là où Victoria exigeait les choses bruyamment, Ashley les extrayait par la guerre émotionnelle. Moi, j'ai appris très tôt que la meilleure stratégie était de rester sous les radars. J'ai bien réussi à l'école sans en faire toute une histoire. J'ai travaillé à temps partiel à partir de 15 ans, à tondre les pelouses, puis à débarrasser les tables dans un dîner local pour finalement décrocher un job dans un magasin de pièces automobiles où j'ai appris des compétences utiles. J'ai économisé chaque dollar possible parce que j'avais vu mes sœurs gaspiller l'argent comme s'ils poussaient sur les arbres. Quand j'ai eu 17 ans, j'avais environ 12 000 $ d'économie après 3 ans de travail. Pas mal pour un lycéen. Je prévoyais de les utiliser pour les frais d'université, peut-être une école professionnelle si je décidais de prendre cette voie. Mes notes étaient solides. Pas du niveau major de promotion, mais assez bonnes pour les universités d'État avec un potentiel de bourse. Le fait est que j'avais toujours été au courant de mon fonds en fiducie. Mon grand-père, le père de papa, l'avait créé à ma naissance. Il avait été ingénieur mécanique, avait travaillé pour Boeing pendant 30 ans et avait pris sa retraite avec une pension solide et de bons investissements. Quand il est décédé, alors que j'avais 7 ans, il a laissé des fonds en fiducie pour ses 3 petits-enfants. Des montants égaux gérés par mes parents jusqu'à nos 18 ans. Personne ne m'a jamais dit le montant exact, mais j'avais surpris des conversations au fil des années qui suggéraient que c'était substantiel, assez pour un solide diplôme en 4 ans dans une école correcte, peut-être avec un reste. J'ai fait le calcul dans ma tête. S'il avait été créé à la fin des années 90 et avait grandi pendant 18 ans, même un investissement initial modeste vaudrait quelque chose de significatif maintenant. Mon plan était simple. Obtenir mon diplôme d'études secondaires, travailler 1 an pour accumuler des économies supplémentaires, puis utiliser le fonds en fiducie pour un diplôme d'ingénieur mécanique dans une université d'État. Suivre les traces de grand-père, peut-être apprendre d'abord un métier, CVC ou électricité, pour avoir des compétences pratiques et une source de revenus de secours pendant mes études. J'avais des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul sur mon ordinateur portable, détaillant les coûts, les bourses potentielles, les options de travail-études. J'avais recherché les programmes ayant les meilleurs taux de placement, les écoles proposant des programmes de coopération avec des stages rémunérés. Ce n'était pas un rêve vague. C'était un plan détaillé bâti sur l'hypothèse que le fonds en fiducie couvrirait les frais de scolarité et les frais de subsistance. La seule variable que je ne
pouvais pas contrôler était le montant exact du fonds en fiducie. Mais chaque fois que je posais des questions à ce sujet, maman et papa me donnaient ces vagues assurances comme quoi j'en aurais largement assez pour l'université et que je n'avais pas à m'inquiéter. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû exiger des chiffres exacts, mais je leur faisais confiance. Stupide, n'est-ce pas? Mon 18e anniversaire tombait un samedi de juin, environ 2 semaines après l'obtention de mon diplôme d'études secondaires. Aucune grande fête de prévue. Ce n'était pas vraiment mon style. Et honnêtement, après avoir vu les célébrations élaborées de mes sœurs au fil des années, je préférais quelque chose de discret. Je pensais qu'on dînerait à la maison, qu'on sortirait peut-être pour un dessert, et qu'enfin j'obtiendrais les détails du fonds en fiducie pour pouvoir commencer à faire des plans concrets pour l'université. Au lieu de cela, j'ai eu la conversation qui a tout changé. Nous étions assis dans la salle à manger après le dîner. Maman avait préparé mes lasagnes préférées avec du pain à l'ail, ce qui aurait dû être mon premier signe d'avertissement. Elle ne cuisinait des plats élaborés que lorsqu'elle essayait d'adoucir de mauvaises nouvelles, mais j'étais trop concentré sur la conversation au sujet du fonds en fiducie pour remarquer le schéma. Alors, j'ai dit, en sortant mon ordinateur portable, j'ai fait des recherches sur les programmes universitaires. Je voulais examiner quelques options avec vous et déterminer le budget en fonction du montant du fonds en fiducie. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes, mais a semblé durer 3 ans. Papa s'est éclairci la gorge. Maman est soudainement devenue très intéressée par son verre d'eau. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est serré. À propos de ça, a dit papa lentement, nous devons parler de tes attentes concernant le fonds en fiducie de grand-père. Des attentes, pas des plans. Des attentes. D'accord, ai-je répondu prudemment. Qu'en est-il? Maman a intervenu avec cette voix faussement joyeuse qui m'a donné la chair de poule. Eh bien, chérie, tu sais que tes sœurs se sont toutes les deux mariées ces dernières années. De beaux mariages. Celui de Victoria était dans ce magnifique vignoble et celui d'Ashley au country club. C'était des étapes familiales vraiment importantes. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon fonds en fiducie? Papa a pris le relais. Ces mariages étaient coûteux, très coûteux. Et en tant que parents, nous voulions offrir à tes sœurs le meilleur départ possible pour leur mariage. La famille, c'est se soutenir mutuellement pendant les événements importants de la vie. Mes mains sont devenues froides. Combien coûteux? Le mariage de Victoria a coûté environ 85 000 $, a dit maman, comme si elle discutait de factures d'épicerie. Celui d'Ashley était d'environ 78 000 $. De plus, nous les avons aidées toutes les deux pour les acomptes de leur condominium. Cela représentait encore 40 000 $ combinés. J'ai fait le calcul instantanément. 203 000 $ en mariages et condominiums pour mes sœurs. Et vous avez payé pour ça. Comment? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Nous avons dû prendre des décisions financières difficiles, a dit papa de sa voix corporate. Les fonds en fiducie étaient des ressources disponibles et nous avons déterminé que la meilleure utilisation de ces ressources était de soutenir tes sœurs pendant des transitions de vie critiques. Vous avez dépensé mon fonds en fiducie pour leur mariage, pas seulement le vôtre, a ajouté maman rapidement, comme si cela arrangeait les choses. Nous avons utilisé des portions des 3 fonds en fiducie. C'était juste. Tout le monde a contribué à ces événements familiaux importants. Juste. Ils avaient un volet tous les 3, mais d'une certaine manière, cela rendait les choses justes. Combien reste-t-il? Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles, plate, distante. Papa a sorti un dossier. Il avait en fait préparé des documents pour cette conversation. Il m'a remis un relevé montrant le solde actuel du fonds en fiducie, 8 472 $. Sur ce qui aurait dû être environ 180 000 $, d'après ce que j'avais entendu au fil des années, il restait moins de 9 000 $. Ils avaient brûlé 95% de mon héritage pour financer les mariages dignes d'Instagram de ma sœur et leur condominium de départ. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, a dit maman doucement. Mais la famille signifie faire des sacrifices les uns pour les autres. Tes sœurs avaient besoin d'aide à des moments importants de leur vie. Quand tu te marieras un jour, je suis sûr qu'elles te rendront l'appareil. Quand je me marierai, comme si c'était même vaguement la même chose que d'avoir besoin d'argent pour l'éducation. Cela déterminerait toute ma trajectoire de carrière. Est-ce qu'elles savaient, ai-je demandé, Victoria et Ashley, savaient-elles que vous dépensiez mon fonds en fiducie pour leur mariage? La pause m'a tout dit. Elles savaient que c'était de l'argent familial, a dit papa prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Savaient-elles spécifiquement que vous le preniez sur mon fonds en fiducie que grand-père avait créé pour mon éducation? Le visage de maman a fait cette chose où elle a essayé d'avoir l'air compatissante, mais a juste eu l'air coupable. Elles ont peut-être été conscientes que nous réaffections certaines ressources. Elles savaient. Mes sœurs savaient qu'elles dépensaient mon avenir pour leurs fleurs de mariage et leur forfait photographe et tout ce qui entre dans un mariage de 85 000 $. Et cela ne leur importait pas. J'ai
J'ai fermé mon ordinateur portable très soigneusement, me suis levé, suis allé dans ma chambre, ai fermé la porte et ai commencé à planifier. Pas une vengeance. C'est trop émotionnel. Planifier comme un problème d'ingénierie. Identifier le problème, rassembler les données, déterminer les solutions, exécuter avec précision. Première étape, les informations. J'avais besoin de savoir exactement ce qui avait été fait, quand et si c'était légal. Le fonds en fiducie avait été créé par mon grand-père avec des conditions spécifiques. Ces conditions devaient être documentées quelque part. J'ai passé cette nuit-là sur mon ordinateur portable à rechercher le droit des fiducies. Il s'avère que lorsque quelqu'un crée un fonds en fiducie pour un mineur avec des objectifs spécifiques comme l'éducation, les fiduciaires, mes parents ont des obligations légales. On appelle ça des devoirs fiduciaires. Ils ne peuvent pas simplement dépenser les actifs de la fiducie sur tout ce qui leur chante, même s'ils sont les fiduciaires. Plus important encore, si la fiducie spécifiait qu'elle était pour mon éducation et qu'ils l'ont utilisée pour les mariages de mes sœurs, cela s'appelle une violation des devoirs fiduciaires. Ce n'est pas seulement mal, c'est légalement actionnable. J'avais besoin de documentation. Les documents originaux de la fiducie, les relevés bancaires montrant quand l'argent avait été retiré et où il était allé. Tout ce qui prouvait qu'ils avaient violé les conditions de la fiducie. Dimanche matin, pendant que mes parents étaient à l'église, parce que apparemment les gens qui volent le fonds d'éducation de leurs propres enfants pensent toujours être de bons chrétiens, je suis allé dans le bureau à domicile de papa. Il gardait tout organisé dans des classeurs, des dossiers code couleur, un système alphabétique, tout. Papa était méticuleux sur la paperasse, ce qui allait devenir sa plus grande erreur. J'ai trouvé les documents de la fiducie dans un dossier étiqueté Succession Robert Senior. C'était grand-père. La fiducie avait été établie en 1998 avec un dépôt initial de 50 000 $ par petit enfant. Des comptes d'investissement, risque modéré, gérés par un conseiller financier jusqu'aux 18 ans de chaque petit enfant. Les conditions étaient cristallines. Les fonds doivent être utilisés exclusivement pour les frais d'éducation post-secondaire, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de scolarité, les frais, les livres et les frais de subsistance raisonnables pendant l'inscription dans un établissement d'enseignement accrédité. Exclusivement pour l'éducation, pas pour les mariages, pas pour les acomptes de condominium, l'éducation. J'ai pris des photos de chaque page avec mon téléphone. Ensuite, j'ai trouvé les relevés bancaires du compte de la fiducie. Mes parents étaient les fiduciaires avec un accès complet. À partir d'il y a 3 ans, il y avait des retraits massifs, coïncidant exactement avec la planification du mariage de Victoria. Puis il y a 2 ans, d'autres énormes retraits pour le mariage d'Ashley. J'ai tout documenté, les dates, les montants, les schémas. J'ai construit une chronologie montrant exactement quand chaque retrait s'était produit et je l'ai recoupé avec les dates de mariage de mes sœurs et leurs publications sur les réseaux sociaux concernant l'achat de leur condominium. Ensuite, j'ai regardé les comptes de fiducie de mes sœurs. Même schéma. Ils ont vidé les fonds de Victoria et Ashley, puis leur ont rendu l'argent sous forme de cadeaux de mariage et d'aide à la compte. Un blanchiment d'argent classique via des comptes familiaux pour cacher ce qu'ils faisaient. Mais voici la chose. Mes sœurs étaient majeures lorsque leurs fonds ont été accédés. Elles auraient pu s'opposer, déposer des plaintes, arrêter les transferts. Elles ne l'ont pas fait. Elles ont coopéré. Cela les rendait complices. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Des conditions claires stipulant que l'argent était pour l'éducation. Des preuves claires qu'il avait été dépensé pour des mariages. Une documentation claire du quand et du combien. Mes parents m'avaient remis un dossier complet parce qu'ils étaient si confiants que je ne les défierais jamais. Lundi matin, j'ai appelé 5 cabinets d'avocats spécialisés dans le litige des fiducies. J'ai programmé des consultations pour cette semaine. J'ai utilisé une partie de mon argent économisé pour payer les réunions initiales. Le premier avocat que j'ai rencontré était un type nommé Patterson, environ 50 ans, costume élégant, bureau dans le centre-ville avec des diplômes de droit d'école que je ne pouvais pas me permettre. J'ai tout exposé, les documents de la fiducie, les retraits, la chronologie. Il a regardé les preuves pendant peut-être 10 minutes, puis s'est penché en arrière dans son fauteuil et a dit 3 mots magnifiques. C'est actionnable. Actionnable comment? Ai-je demandé? Vos parents ont manqué à leur devoir fiduciaire en tant que fiduciaire. La fiducie stipule explicitement que les fonds sont pour l'éducation. Ils les ont utilisés pour des mariages. C'est un manquement classique. Vous pouvez poursuivre pour le montant total qui aurait dû être dans votre fiducie, plus des dommages et intérêts. De combien parle-t-on? Il a sorti une calculatrice. Dépôt initial de 50 000 $ en 1998. Investi de manière conservatrice sur 18 ans à même un modeste rendement annuel de 6%. Cela représente environ 142 000 $.
Ils vous ont laissé 8400 $, donc environ 134 000 $ de dommages et intérêts, plus des dommages et intérêts punitifs potentiels si nous pouvons prouver une violation intentionnelle des conditions de la fiducie. Je me suis assis là, absorbant ce chiffre. 134 000 $. C'est ce qu'ils avaient volé. Et mes sœurs, ai-je demandé, elles ont bénéficié directement de cela. Peuvent-elles être tenues pour responsables? Patterson a réfléchi. Potentiellement, si nous pouvons prouver qu'elles connaissaient la source des fonds et qu'elles savaient que cela violait les conditions de la fiducie, elles pourraient être nommées comme défenderesses ou ordonnées de restituer les avantages. Cela devient compliqué, cependant. Je veux qu'elles soient incluses. Je dis, elles savaient. Elles doivent avoir su. Cela va rendre cela laid. Athée, il avertit. Les procès familiaux le sont toujours, mais s'attaquer aussi aux frères et sœurs. C'est la terre brûlée. Bien, ai-je répondu. C'est exactement ce que je veux. Nous avons passé une autre heure à discuter de la stratégie. Patterson a expliqué le processus. Déposer la plainte, assigner mes parents et potentiellement mes sœurs, phase de discovery, où nous les contraindrions à produire tous leurs documents financiers, déposition où ils devraient répondre à des questions sous serment, et finalement procès s'ils ne réglaient pas. La plupart de ces affaires se règlent, a-t-il dit. Une fois que l'autre partie voit les preuves et réalise qu'elle va perdre, elle veut généralement éviter le tribunal, surtout dans les affaires familiales où la réputation est en jeu. Et s'ils ne règlent pas, alors nous allons au procès et je suis confiant que nous gagnerons. Les preuves sont accablantes. La question est de savoir si vos parents veulent risquer un procès public ou tout cela devient un dossier judiciaire. Je l'ai engagé sur le champ, payé 5 000 $ de provision sur mes économies, chaque centime en valait la peine. Patterson a agi rapidement. En 2 semaines, il a rédigé la plainte et a fait signifier les documents à mes parents et à mes sœurs. La poursuite nommait mes parents comme défendeurs principaux pour violation des devoirs fiduciaires et mes sœurs comme défendresses secondaires pour enrichissement injustifié. Mes sœurs étaient incluses parce qu'elles avaient directement bénéficié de l'argent du fonds en fiducie. Même si elles n'étaient pas fiduciaires, elles avaient reçu des fonds qu'elles savaient ne leur appartenir pas légalement. Cela les rendait responsables de restituer ces avantages. Le moment où ils ont été signifiés était apparemment spectaculaire, selon Patterson, qu'il a entendu de seconde main par l'huissier. Papa a ouvert la porte, a vu les documents et a réellement crié « Vous vous moquez de moi ?» assez fort pour que les voisins regardent par leurs fenêtres. Je n'étais pas à la maison quand ils ont été signifiés. J'avais stratégiquement choisi d'être au travail. Je pensais que c'était plus sûr que d'être présent quand ils ont réalisé que leur plus jeune enfant les poursuivait, lui et ses sœurs, pour 134 000 $ plus des dommages et intérêts. Mon téléphone a commencé à exploser vers 15 heures ans. Appels manqués de maman, papa, Victoria, Ashley, des messages textes allant de la colère à la perplexité à l'hostilité pure. Papa, nous devons parler de ça immédiatement. Ce que tu fais est en train de détruire cette famille. Maman, appelle-nous s'il te plaît. Nous pouvons régler cela. Tu n'as pas besoin d'avocat. Nous sommes tes parents. Victoria, tu es sérieux là? Tu me poursuis parce que maman et papa ont aidé pour mon mariage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ashley, je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Cela va tout ruiner. J'espère que tu es content. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Patterson avait été clair. Ne vous engagez pas directement. Toute communication passe par les avocats maintenant. Tout ce que je disais pouvait être utilisé dans la poursuite. Au lieu de cela, j'ai transféré tous les messages à Patterson. Il a semblé content. Bien, il panique. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont merdé. Les quelques semaines suivantes ont été une leçon magistrale sur le fait de regarder les gens réaliser qu'ils avaient fait une erreur catastrophique. Mes parents ont engagé un avocat, un type que papa connaissait par ses contacts professionnels. Pas un spécialiste du litige des fiducies, juste un avocat généraliste qui était dépassé. Leur réponse initiale à la poursuite était essentiellement fine et déraisonnable et vindicatif. C'est une affaire familiale qui devrait être réglée en privé. Les fonds en fiducie ont été utilisés de manière appropriée pour le soutien familial. Patterson a déchiré cela dans sa contre-réponse, a cité des lois spécifiques sur les fiducies, des affaires antérieures, et a souligné que le soutien familial n'était mentionné nulle part dans les conditions de la fiducie. La seule utilisation autorisée était l'éducation. Les mariages n'étaient pas de l'éducation. Les acomptes de condominium n'étaient pas de l'éducation. Ce n'était pas ambigu. Puis est venue la discovery, la phase où les deux parties doivent remettre les documents pertinents. Patterson a tout demandé. Tous les relevés bancaires des comptes de la fiducie, les documents financiers montrant où l'argent était allé, les communications entre mes parents et mes sœurs concernant l'utilisation des fonds en fiducie, tout. Mes parents ont essayé de contester les demandes de discovery, ont affirmé qu'elles étaient trop larges, trop invasives, violaient la vie privée. Le juge n'a pas été
été impressionné, leur a ordonné de tout produire dans les 30 jours, ou de faire face à des sanctions. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. Il s'avère que mes sœurs avaient sauvegardé des chaînes de messages textes concernant l'argent du fonds en fiducie. Victoria avait envoyé un texto à maman 2 mois avant son mariage. J'ai parlé au lieu. Ils ont besoin du paiement final la semaine prochaine. Peux-tu accéder au fonds en fiducie de Finn pour cela? Il n'a que 15 ans. Il ne saura même pas. Ashley avait des messages similaires. La compte du condominium est de 20 000 $. Pouvons-nous utiliser une partie du fonds de Finn? Je le rembourserai éventuellement. Promis, éventuellement. Bien sûr. Ces messages étaient horodatés, datés et montraient une connaissance claire qu'elle dépensait mon argent. Pas seulement de l'argent familial, mon argent spécifiquement. Et cela ne les dérangeait pas parce que j'étais plus jeune, je ne saurais pas, et je ne me battrais probablement pas. Patterson était ravi quand ceux-ci sont sortis lors de la Discovery. C'est parfait. Prouve la connaissance. Prouve l'intention. Prouve qu'elles savaient spécifiquement qu'elles épuisaient votre fonds en fiducie. Vos sœurs viennent de nous remettre leur affaire. Les dépositions étaient prévues pour octobre. Mes parents ont dû s'asseoir dans une salle de conférence avec Patterson et un sténographe judiciaire et répondre à des questions sous serment. Mentir aurait été un parjure, donc ils ont dû dire la vérité ou risquer des poursuites pénales. J'ai pu lire les transcriptions après coup. Papa a passé 3 heures à essayer de justifier ses décisions, affirmant qu'il avait prévu de reconstituer le fonds en fiducie avant mes 18 ans, mais que des dépenses imprévues étaient survenues. Quand Patterson a demandé quelles dépenses, papa n'a pas pu fournir de détails, juste de vagues références aux conditions du marché et aux problèmes de trésorerie. La déposition de maman était pire. Elle a pleuré pendant la majeure partie. N'arrêtez pas de dire que je détruisais la famille pour de l'argent et qu'elle pensait que je comprendrais quand je serais plus âgé. Patterson l'a pressée sur le fait de savoir si elle comprenait que les conditions de la fiducie spécifiaient uniquement l'éducation. Elle a admis que oui. Puis il a demandé pourquoi elle avait violé ces conditions. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que Finn aurait aidé ses sœurs. Ne pensait pas que cela me dérangerait. Elle a dépensé 134 000 $ de mon fonds d'éducation et ne pensait pas que cela me dérangerait. Les dépositions de mes sœurs étaient en or. Victoria a essayé de jouer la victime, affirmant qu'elle ne savait pas vraiment d'où venait l'argent et qu'elle pensait que c'était juste mes parents qui étaient généreux. Puis Patterson lui a montré les messages textes où elle demandait spécifiquement d'utiliser mon fonds en fiducie. Elle est devenue pâle et a arrêté de parler sauf pour dire « je ne me souviens pas » à chaque question après cela. Ashley a pris la route opposée. Défiante et ayant un sentiment de droit, a dit que l'argent était des actifs familiaux et que tout le monde devrait contribuer à des événements importants comme les mariages. Quand Patterson a souligné les conditions légales de la fiducie, elle a dit que ces conditions étaient dépassées et que grand-père aurait voulu que la famille se soutienne mutuellement. Patterson a demandé si elle avait des preuves, que grand-père voulait que son fonds en fiducie pour l'éducation soit utilisé pour des mariages. Elle n'en avait pas. A demandé si elle avait déjà envisagé de rembourser l'argent qu'elle savait provenir de ma fiducie. Elle a dit qu'elle avait l'intention de le faire éventuellement. Éventuellement, ce mot encore. En décembre, l'avocat de mes parents poussait fort pour des pourparlers de règlement. Il ne pouvait pas gagner au procès. Les preuves étaient accablantes. Les conditions de la fiducie étaient claires et les messages textes de mes sœurs prouvaient un détournement de fonds en connaissance de cause. Aller au procès signifierait que tout cela deviendrait un dossier public, possiblement une couverture médiatique, puisque c'était un montant substantiel et certainement un jugement contre eux. Patterson a exposé leurs options lors d'une réunion. Il propose de rembourser le montant total de la fiducie, 134 000 $ sur 5 ans avec 6% d'intérêt. Le paiement total serait d'environ 155 000 $. Ils hypothéqueraient la maison pour obtenir le paiement initial, puis des versements mensuels. Et mes sœurs, ai-je demandé, ils veulent être libérés de la poursuite. Vos parents assumeraient l'entière responsabilité. Non, ai-je dit immédiatement. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Elles ont bénéficié directement. Elles restent dans la poursuite. Patterson a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. L'alternative est que nous allions au procès, probablement gagner, obtenir un jugement qui est légalement exécutoire mais pourrait être difficile à recouvrer selon leurs actifs. De plus, nous pouvons poursuivre vos sœurs pour leur part. Quel est le calendrier? Le procès serait au printemps, peut-être en mars ou avril. Si nous gagnons, et nous le ferons, vous obtiendriez un jugement pour le montant total, plus les frais juridiques, plus des dommages et intérêts punitifs possibles. Cela pourrait être 200 000 $ ou plus au total. L'argent n'était plus vraiment le but. Cela avait cessé d'être une question d'argent vers le moment où j'avais vu ces messages textes, où mes sœurs riaient de dépenser mon fonds en fiducie. Il s'agissait de conséquences, de s'assurer qu'ils comprenaient qu'on ne peut pas simplement
simplement voler des gens et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de répercussions. Nous allons au procès. Hey, je dis, vous êtes sûr? Un règlement vous donnerait de l'argent garanti plus tôt. J'en suis sûr. Je l'ai vu dans une salle d'audience expliquant à un juge pourquoi il pensait que voler mon fonds d'éducation était acceptable. Patterson a souri. D'accord. Alors, allons en guerre. Le procès a été programmé pour mars. Les deux parties ont déposé des motions préalables au procès. Mes parents ont tenté une dernière manœuvre désespérée. Une motion de rejet affirmant que le délai de prescription avait expiré puisque j'avais eu 18 ans en juin et que je n'avais pas déposé avant août. Le juge l'a rejeté. Le délai de prescription a commencé quand j'ai découvert la violation, pas quand j'ai eu 18 ans. Comme je n'ai découvert l'étendue du vol que le jour de mon anniversaire, l'horloge a commencé à ce moment-là. Pendant ce temps, ma vie avançait. J'avais utilisé mes propres 12 000 $ d'économie, plus les 400 $ restants de la fiducie, pour commencer un collège communautaire, inscrit à un programme de technologie en ingénierie mécanique de 2 ans. Je vivais techniquement à la maison puisque je n'étais pas encore parti, mais j'évitais complètement ma famille. J'ai emménagé dans la chambre d'amis d'un ami en janvier, paiement d'un loyer mensuel de 400 $. Mes parents ont essayé d'utiliser cela contre moi dans la poursuite, affirmant que j'abandonnais la famille et que j'étais vindicatif. Patterson a fermement mis fin à cela. J'étais un adulte. Je pouvais vivre où je voulais et déménager après qu'ils aient volé mon fonds en fiducie semblait assez raisonnable. J'ai pris un quart de travail de soirée à temps plein au magasin de pièces automobiles, plus un travail de week-end dans un atelier de mécanique. Entre les 2 emplois et les cours à temps plein, je faisais des semaines de 60 heures. Épuisant, mais j'avais besoin d'argent. Et honnêtement, rester occupé m'empêchait de trop penser au fait que je poursuivais toute ma famille immédiate. Ma famille élargie a commencé à choisir son camp. Les parents de maman, mes grands-parents maternels, m'ont appelé en février me demandant d'abandonner la poursuite. On dit que je déchirais la famille et faisais une erreur que je regretterais. Ils ont offert de médier, d'avoir une réunion de famille, de trouver une solution. J'ai demandé s'ils seraient prêts à contribuer aux 134 000 $ que mes parents avaient volés. Ils ont dit que c'était différent, que c'était entre moi et mes parents. J'ai dit alors que nous n'avions rien à discuter. Ils ont arrêté d'appeler après cela. La sœur de papa, ma tante Janet, était en fait favorable. Elle n'avait jamais aimé la façon dont mes parents gâtaient mes sœurs et elle avait été proche de grand-père. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle a appelé pour me dire qu'elle était désolée, que grand-père aurait été furieux et que je faisais la bonne chose. Votre grand-père a créé ces fiducies pour une raison. Athée, elle dit, il voulait que vous, les enfants, ayez des opportunités éducatives qu'il n'a pas eues. Vos parents ont manqué de respect à ses souhaits et vous ont volé. Ne laissez personne vous faire sentir coupable de les tenir pour responsables. Cet appel téléphonique signifiait plus qu'elle ne le réalisait probablement. Le procès a commencé le 12 mars. 3 jours prévus, bien que Patterson pensait que nous terminerions en 2. Procès civil, donc pas de jury, juste la juge Harrison, une femme sévère dans la soixantaine qui siégeait depuis 20 ans et avait la réputation de ne pas avoir de bêtises. Le premier jour, il y a eu les déclarations préliminaires et le début de la présentation des preuves. Patterson a exposé l'affaire méthodiquement, a montré les documents de la fiducie avec des conditions claires, a montré les relevés bancaires avec des retraits massifs, a montré la chronologie corrélant les retraits au mariage de mes sœurs, a montré les messages textes prouvant la connaissance et l'intention. L'avocat de mes parents a essayé de soutenir que les conditions de la fiducie étaient ambiguës, que l'éducation post-secondaire pouvait être interprétée largement pour inclure l'éducation de la vie et le soutien familial. La juge Harrison l'a en fait interrompu pour lui demander s'il soutenait sérieusement qu'un mariage était une éducation post-secondaire. Il a rapidement fait marche arrière. J'ai dû témoigner. Patterson m'a préparé en profondeur. Répondez aux questions directement. Ne soyez pas émotif. Tenez-vous en aux faits. J'ai pris la barre et j'ai expliqué comment j'avais découvert le vol du fonds en fiducie. Mes projets d'université qui ont été déviés. Comment j'avais dû restructurer complètement ma vie à cause de la trahison de mes parents. L'avocat de mes parents a essayé de me faire passer pour vindicatif pendant le contre-interrogatoire. A demandé si je faisais ça pour l'argent ou pour punir ma famille. J'ai dit que je le faisais parce qu'il m'avait volé et que je voulais ce qui m'appartenait légalement. A demandé si je comprenais que les familles prenaient parfois des décisions financières difficiles. J'ai dit que voler n'était pas une décision difficile. C'était un crime. Le deuxième jour, ce fut le tour de mes parents de témoigner. Papa a essayé de se présenter comme un père qui avait fait des choix difficiles pour soutenir tous ses enfants. Patterson a détruit ce récit en montrant les propres documents financiers de papa. Les baux de voitures de luxe, l'adhésion au country club, les vacances coûteuses. Si l'argent était si serré qu'il devait piller mon fonds
fonds en fiducie, pourquoi dépensait-il 2000 $ par mois en dépenses discrétionnaires? Papa n'a pas pu répondre à cela, a juste bafouillé sur le maintien des apparences professionnelles et le réseautage d'affaires. Le témoignage de maman était douloureux à regarder. Elle a pleuré à la barre, a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, pensait qu'elle faisait ce qui était le mieux pour la famille. Patterson lui a montré les messages textes où Victoria demandait spécifiquement d'utiliser mon fonds en fiducie. A demandé à maman pourquoi elle pensait que c'était le mieux pour la famille de voler un enfant pour le donner à un autre. Je ne pensais pas que c'était du vol, a dit maman. Je pensais que c'était une redistribution des ressources familiales. Finn a-t-il consenti à cette redistribution? A demandé Patterson. Il était mineur. Il n'avait pas besoin de consentir. Les documents de la fiducie exigeaient-ils son consentement? Silence. Les documents de la fiducie vous autorisaient-ils à redistribuer les fonds d'éducation aux frais de mariage? Pas spécifiquement, mais oui ou non, Madame Patterson. La fiducie autorisait-elle les frais de mariage? Non. Mes sœurs n'ont pas témoigné. Leur avocat leur a conseillé d'invoquer la protection du 5e amendement contre l'auto-incrimination, ce qui signifiait que tout ce qu'elle disait pourrait potentiellement être utilisé contre elle dans une affaire pénale si le procureur décidait de poursuivre pour fraude. Intelligent légalement, mais cela paraissait terrible dans un procès civil. La juge Harrison a demandé directement à leur avocat: vos clientes invoquent les droits du 5e amendement dans un procès civil concernant des fonds en fiducie? Oui, votre honneur. Elles sont préoccupées par une exposition pénale potentielle. Notez, a-t-elle dit, et l'expression de son visage disait tout sur ce qu'elle pensait de cette décision. Les plaidoiries finales le 3e jour. Patterson a martelé les preuves claires. Conditions explicites de la fiducie, violation documentée, connaissance et intention prouvée, préjudice irréparable à mes perspectives éducatives. L'avocat de mes parents a essayé de faire appel à l'émotion en parlant de famille et de pardon et de comment l'argent ne devrait pas détruire les relations. La juge Harrison a annoncé qu'elle rendrait une décision écrite dans les 2 semaines. Ces 2 semaines ont été les plus longues de ma vie. J'ai continué à aller en cours, à travailler mes quarts, en essayant de ne pas vérifier obsessionnellement mon téléphone. Patterson m'a appelé un jeudi après-midi. J'étais dans ma voiture, entre les cours et le travail. Nous avons gagné, a-t-il dit. Jugement complet, 134 000 $ de dommages et intérêts réels, 45 000 $ de dommages et intérêts punitifs, 28 000 $ de frais juridiques. Jugement total de 207 000 $. J'ai dû me garer. 207 000 $. Le juge m'avait accordé tout ce que nous avions demandé, plus des dommages et intérêts punitifs pour punir mes parents pour violation intentionnelle des conditions de la fiducie. Vos sœurs sont solidairement responsables de 89 000 $ du jugement. Patterson a continué. Le montant qui les a directement bénéficiés par les frais de mariage et les acomptes. Vos parents sont responsables du reste, plus tous les dommages et intérêts punitifs et les frais. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie qu'ils doivent payer dans les 60 jours où nous pouvons commencer les procédures d'exécution. Saisie sur salaire, privilèges sur les biens, saisie d'actifs. Ils devront probablement vendre la maison. Vos sœurs devront liquider des actifs. Cela va faire mal. Bien, c'est exactement ce que je voulais. Le jugement a frappé ma famille comme une bombe nucléaire financière. Mes parents ont immédiatement déposé le bilan. Chapitre 13, ce qui signifie qu'ils ont dû créer un plan de remboursement. Le syndic de faillite prendrait le contrôle de leurs actifs, vendrait ce qui devait être vendu et distribuerait le produit aux créanciers. J'étais en tête de liste en tant que créancier judiciaire. La maison a été mise en vente dans le mois. On dut vendre rapidement pour payer le jugement. Ils l'avaient acheté 320 000 $ il y a 15 ans. Devait encore 180 000 $ sur l'hypothèque. Vendu 385 000 $ dans le marché chaud. Après les frais d'agence immobilière et le remboursement de l'hypothèque, ils ont réalisé environ 185 000 $. De cela, j'ai reçu mon jugement de 207 000 $, ce qui signifie qu'ils ont réalisé un bénéfice négatif de 22 000 $ de la vente de leur maison. Ils ont dû contracter un prêt personnel pour le solde restant, plus les frais de déménagement. Ils ont emménagé dans un appartement locatif, 2 chambres, environ 900 pieds carrés dans une partie de la ville nettement pire. La voiture de luxe de papa a été reprise quand il n'a pas pu faire les paiements. Le VUS loué de maman est retourné chez le concessionnaire. Il conduisait une Honda Civic d'occasion plus vieille que moi. Mes sœurs ont d'abord contesté le jugement. Victoria a déposé une motion affirmant qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer, que cela causerait des difficultés excessives. Le juge n'a pas été compatissant, a souligné que Victoria avait un travail, un condominium qui pouvait être vendu, des actifs qui pouvaient être liquidés. Le jugement est resté. Ashley a essayé de prétendre qu'elle ne savait pas que
l'argent provenait spécifiquement de ma fiducie, donc ne devrait pas être responsable. Patterson a de nouveau produit les messages textes. Pouvons-nous utiliser une partie du fonds de Finn? Horodaté est clair. Cet argument est mort rapidement. Toutes les deux ont fini par vendre leur condominium. Celui de Victoria s'est vendu avec un petit profit. Celui d'Ashley a fait du surplace. Elles ont emménagé ensemble dans un appartement locatif, quelque chose dont j'ai entendu parler par la tante Janet. Apparemment, elles se battaient constamment, se blâmant mutuellement pour la situation du procès. Le mariage de Victoria s'effondrait. Son mari Jake n'avait jamais été particulièrement riche lui-même, travaillait dans les ventes, gagnait un salaire décent, mais rien de spectaculaire. Quand Victoria a admis qu'elle devrait vendre le condominium et qu'elle était responsable de 44 500 $ dans le jugement, il a apparemment perdu les pédales. Il prévoyait de fonder une famille, d'acheter une plus grande maison. Maintenant, ils étaient confrontés à des années de remboursement de dettes. Jake a demandé le divorce 4 mois après le jugement, a affirmé que Victoria avait mal représenté sa situation financière avant le mariage et qu'il se sentait trahi. Ironique, vraiment. Les fiançailles d'Ashley se sont effondrées encore plus rapidement. Son fiancé Brett avait prévu ce mariage élaboré. Semblait être un schéma dans ma famille. Quand il a découvert qu'Ashley avait 44 500 $ de dettes à cause d'un procès concernant ses dépenses de mariage précédentes, il a rompu les fiançailles complètement. A dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un avec ce genre de passif financier et juridique. Mes parents ont essayé de me contacter une fois, après que tout a été finalisé. Papa m'a envoyé un email. Ils avaient mon adresse email à partir de vieilles listes de distribution familiale. Un long message sur la façon dont j'avais détruit la famille, comment ils espéraient que j'étais content de moi, comment j'avais choisi l'argent plutôt que les relations. J'ai répondu par une phrase. Vous avez choisi l'argent plutôt que notre relation quand vous avez volé mon fonds en fiducie. J'ai juste choisi de le récupérer. J'ai bloqué leurs emails après cela. La tante Janet m'a invité à Thanksgiving cette année-là. A dit qu'elle comprendrait si je ne voulais pas venir, mais que ses enfants aimeraient me voir. J'y suis allé, j'ai passé les vacances avec la famille de ma tante. Ses 2 enfants, qui étaient plus jeunes que moi, mais me traitaient comme le cousin cool plus âgé. Des trucs de famille normaux, de la nourriture, du football, personne ne volant le fonds en fiducie de personne. J'ai appris plus tard que mes parents avaient passé Thanksgiving seuls dans leur appartement. Mes sœurs étaient allées dans leurs familles respectives, aucune ne voulant s'occuper de l'amertume de maman et papa. J'ai terminé mon diplôme de 2 ans, j'ai obtenu un emploi comme technicien en ingénierie dans une entreprise de fabrication, j'ai commencé à prendre des cours du soir pour mon baccalauréat, payant au fur et à mesure sans dette. Le jugement de 207 000 $ était pour la plupart remboursé à ce moment-là grâce à la vente de la maison et à la liquidation des actifs. J'ai utilisé une partie de l'argent pour prendre des vacances, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait en grandissant parce que nous économisions de l'argent pour des choses importantes. Je suis allé au Colorado, j'ai passé 1 semaine à faire de la randonnée et du camping, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des montagnes, j'ai eu le mal de l'altitude et j'ai vomi à 11 000 pieds. De bons moments. La dernière nouvelle que j'ai eue, papa travaillait 2 emplois pour rembourser le prêt personnel et reconstruire son crédit. Maman a été licenciée de l'agence immobilière. Apparemment, difficile de vendre des maisons de luxe quand tout le monde sait que vous êtes aux prises avec la faillite et des procès familiaux. Elle travaillait dans le commerce de détail à temps partiel. Victoria s'est remariée avec un type qu'elle a rencontré en ligne, déménagé au Texas. Nous ne sommes pas en contact. Ashley a fini par retourner vivre temporairement avec mes parents, puis a trouvé une colocation. Également pas en contact. La tante Janet me donne des nouvelles occasionnellement quand je demande. Ta mère a appelé en pleurant le mois dernier, m'a-t-elle dit vers Noël, a dit qu'elle ne pouvait pas croire que son propre fils ait détruit leur vie pour de l'argent. Pour de l'argent, ai-je répété. C'est comme ça qu'elle le voit. C'est comme ça qu'elle doit le voir. La tante Janet a dit, l'alternative est d'admettre qu'elle a volé l'avenir de son enfant pour des photos Instagram et des toasts au champagne. C'est trop difficile à affronter. Elle avait raison. Mes parents ne pouvaient pas admettre ce qu'ils avaient vraiment fait. Avoir choisi l'apparence du succès de leur fille plutôt que l'avenir réel de leur fils. Avoir volé leur plus jeune enfant pour financer les fantasmes de style de vie de leurs enfants plus âgés. Avoir violé les souhaits explicites de leur père concernant l'éducation parce que les mariages semblaient plus importants. Alors ils se sont dit que j'avais détruit la famille pour de l'argent, que j'étais vindicatif et froid et que j'avais choisi les dollars plutôt que les relations. Quoi qui les aide à dormir la nuit. Pendant ce temps, je construis la vie qu'ils m'ont volée. J'ai un bon travail. Je travaille pour obtenir mon diplôme. Pas de dette. De véritables économies à la banque. J'apprends à faire à nouveau confiance aux gens lentement. Je me suis fait des amis au travail. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré dans un groupe de randonnée. Des trucs de vie normaux. Le fonds en fiducie était censé me donner une longueur d'avance. Au lieu de cela, mes parents en ont fait un détour de 10 ans. Mais je suis arrivé quand même. Cela a juste pris un peu plus de
longtemps et a nécessité un procès pour que cela se produise. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir poursuivi ma famille, si l'argent valait la peine de perdre mes parents et mes sœurs. Ils posent la mauvaise question. Je n'ai pas perdu ma famille en les poursuivant. J'ai perdu ma famille quand ils m'ont volé, en ont ri dans des messages textes et s'attendaient à ce que je souris et dise que c'était bien. Le procès l'a juste officialisé. Mon grand-père a créé ces fonds en fiducie parce qu'il comprenait quelque chose que mes parents n'ont jamais compris. L'éducation est le seul investissement qui ne peut pas vous être enlevé une fois que vous l'avez. Les compétences, la connaissance, les titres, ceux-ci vous appartiennent définitivement. Mes parents ont essayé de me voler cet avenir. Ils ont échoué. Bien sûr, cela leur a coûté leur maison et leur réputation et leur relation avec leur plus jeune enfant, mais ce n'était pas mon choix. C'était la conséquence de leur choix de voler. Je me suis juste assuré que ces conséquences se produisaient réellement au lieu d'être balayées sous le tapis comme tout le reste dans ma famille. Certains ponts sont faits pour être brûlés, surtout lorsque les gens de l'autre côté les ont déjà arrosés d'essence et cherchèrent des allumettes. Ils ont eu leur mariage de conte de fées. J'ai récupéré mon fonds d'éducation et la satisfaction de regarder leur conte de fées se transformer en cauchemar juridique. Échange équitable, si vous voulez mon avis. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.